Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le Jean-Louis et le syndicat des énergies renouvelables, l'ADEME, avec qui nous organisons, nous accueillons en tout cas cette réunion. Je voudrais saluer le directeur exécutif qui nous fait l'honneur de participer à cette réunion. Et je voudrais d'abord vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir ici. Et on souhaitait le faire pour deux raisons. D'abord parce que le thème d'aujourd'hui est très directement lié à la compétitivité des entreprises, qui est notre obsession ici à Bercy. Et donc, c'était important pour nous de vous accueillir ici. Et puis aussi parce que le moment est un peu particulier de notre point de vue, pour plusieurs raisons. Parce que la transition énergétique s'accélère un peu partout dans le monde. Parce que en Europe, les énergies atteignent des prix, des niveaux de prix qui ont été rarement atteints ces dernières années. Le prix du carbone que tout le monde ou beaucoup pensaient condamné à osciller autour de 5 € par tonne s'est redressé. Et puis, on a un mouvement qui nous semble assez saisissant de décentralisation des systèmes énergétiques. Donc, pour toutes ces raisons un peu conjoncturelles de ce moment, ça nous semblait vraiment utile de vous accueillir ici. Je voudrais simplement en introduction brièvement insister sur quelques points. Le premier, je l'ai dit, c'est que le sujet d'aujourd'hui est directement lié à la compétitivité des entreprises. Et de ce point de vue, la première attente des entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics, et en particulier de ce ministère, c'est évidemment la compétitivité de l'approvisionnement en énergie, avec la sécurité d'approvisionnement, mais la compétitivité de l'approvisionnement est essentielle. Et de ce point de vue, vous le savez, le coût de l'énergie a longtemps été un élément d'attractivité, de compétitivité particulière du pays. Je ne reviens pas sur ce point, mais on a vu récemment que cet avantage historique était en partie remis en cause, notamment par une concurrence très agressive au niveau à la fois européen et mondial. Et la première réaction de l'État a été d'essayer d'apporter une palette d'outils à la disposition des entreprises pour maintenir cet avantage compétitif. On a déjà pris un certain nombre de mesures sur l'adaptation des tarifs de réseau pour le transport de l'électricité, sur la rémunération de l'interruptibilité, la compensation carbone, l'exonération de certaines taxes et d'autres mesures qui ont été une première réaction finalement à cette érosion partielle de l'avantage compétitif historique que nous avions. Le deuxième élément, c'est qu'il nous semble qu'il faut aller plus loin maintenant en termes d'efficacité énergétique, qui est un autre levier très puissant pour baisser le coût de l'énergie. Et on voit, en France en tout cas, qu'on a un niveau d'appropriation de l'enjeu de l'efficacité énergétique qui est variable au sein des entreprises. Évidemment, les énergo-intensifs se sont emparés du sujet et ont pour beaucoup optimisé leur processus de fabrication. Il nous semble que le gisement de progrès en matière d'efficacité énergétique reste très important dans une partie importante des autres entreprises. Et la fin des tarifs réglementés de vente a, de notre point de vue, aussi contribué dans beaucoup d'entreprises à une réappropriation du sujet et du pilotage de la consommation d'énergie. Du côté de la demande, il nous semble qu'il est utile de favoriser, d'encourager la mise en place de référents énergie au sein de chaque entreprise qui va pouvoir à la fois identifier les opportunités d'économie, de flexibilité, et puis d'autre part optimiser les offres de produits auxquelles l'entreprise va souscrire. Ça nous semble être un élément qui peut être important pour beaucoup d'entreprises. Et puis du côté de l'offre, on voudrait saluer le lancement de l'initiative Alice, portée par le CETIAT et qui est soutenue par la DGE et l'ADEME, et qui doit permettre de développer, peut-être mieux qu'avant, des offres adaptées d'efficacité énergétique, notamment en s'appuyant sur le regroupement de compétences des centres techniques, donc CETIAT, CETIM et CPA, donc qui vont regrouper leurs compétences en matière qui regroupent leurs compétences en matière d'efficacité énergétique pour renforcer le soutien qu'ils peuvent apporter aux entreprises, notamment aux industriels, en matière d'optimisation de l'efficacité énergétique. Le troisième élément, c'est qu'il nous semble qu'on a évidemment un enjeu de compétitivité de moyen terme pour nos entreprises lié à l'approvisionnement en énergie décarbonée.
Vous savez que l'État, vous le savez tous, s'est doté d'objectifs importants en matière de développement des ENR. La précédente PPE avait fixé un objectif d'augmenter de 50% les capacités renouvelables à la fois électricité et chaleur en 2023, qui était un objectif important. Vous savez qu'on travaille actuellement sur la nouvelle PPE qui fixera les objectifs à l'horizon 2028, avec sans doute une première présentation fin octobre. Et donc c'est un travail qui se poursuit actuellement. Donc on a des objectifs qui resteront évidemment très ambitieux dans le domaine des ENR. Et il nous semble que les entreprises industrielles en particulier, qui représentent aujourd'hui 20% de la consommation énergétique et donc plus que leur part économique, ont un rôle important à jouer pour atteindre ces objectifs qui sont à nouveau ambitieux. Et il nous semble que, au-delà du rôle que les entreprises industrielles peuvent jouer sur l'atteinte de ces objectifs globaux, ça peut aussi être pour elles une manière de répondre à certaines attentes des clients ou en termes de recours aux énergies renouvelables. Il nous semble que ça peut être aussi une manière de gérer les incertitudes sur le prix de l'énergie qui reste quand même très forte. On le voit actuellement sur le pétrole, ou les incertitudes sur le carbone aussi, puisque j'ai mentionné les perspectives de redressement, mais il reste des incertitudes sur ces sujets, et que ça peut, pour les entreprises industrielles, contribuer à une visibilité à long terme sur les coûts de l'énergie. On a un exemple que je trouve assez illustratif du partenariat conclu entre Eramet et Statkraft pour un approvisionnement, donc un spécialiste de l'hydroélectricité, pour un approvisionnement de longue durée jusqu'en 2030, qui nous semble être une bonne illustration de ce qu'un industriel peut tirer en termes d'avantages d'un partenariat de long terme, d'une visibilité, d'une stabilité sur la fourniture d'énergie grâce aux ENR. Alors, pour encourager l'appropriation des ENR par l'industrie, on a mis en place un certain nombre de dispositifs de soutien qui peuvent être importants. Évidemment, des dispositifs de subvention dans le cadre des appels d'offres pour les ENR électriques, par exemple pour le photovoltaïque sur grande toiture. On va avoir dans les prochaines années, la Creux, le président de la Creux sera là cet après-midi, va ouvrir à peu près 1,5 gigawatt par an d'appels d'offres photovoltaïques et 1 gigawatt par an d'éolien. Donc il y a des perspectives d'appels d'offres qui peuvent être importantes et qui peuvent être intéressantes pour un certain nombre d'entreprises. On veut aussi renforcer la chaleur renouvelable pour les entreprises. Donc on a dans la PPE des objectifs en matière de chaleur renouvelable et on souhaite un renforcement du fonds chaleur dans la prochaine PPE, mais aussi que le fonds chaleur soit plus directement orienté vers les industriels. On a déjà eu, dans les 10 dernières années, 2009-2017, on a eu une centaine de projets pour à peu près 370 millions d'euros qui ont bénéficié de subventions de l'ADEME pour des projets réservés aux entreprises sur la biomasse, chaleur, et qui illustrent l'ampleur des subventions qui peuvent être versées aux entreprises qui décideront de renforcer le recours à ce type d'énergie. Et puis pour terminer, un quatrième point peut-être rapide, c'est de notre point de vue la transition énergétique, c'est aussi une opportunité en termes de création de valeur et de développement d'activités évidemment pour les entreprises. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a un bilan un peu contrasté en termes des réussites, mais qui sont sans doute pas assez nombreuses en matière de réalisation, de création de valeur, de développement d'activités dans les ENR. Et donc, on voudrait accentuer notre soutien aux filières industrielles liées à la transition énergétique, donc évidemment toutes les filières liées aux équipements de production d'ENR électriques et du biogaz, mais aussi les matériels de stockage, les réseaux intelligents, les matériels et les logiciels pour l'efficacité énergétique. Donc on veut avoir une action assez résolue de soutien au développement des filières dans ces différents domaines. Dans certains segments de cette activité, on a conscience du fait qu'il faudra avoir une dimension européenne de notre action. C'est le cas en particulier pour la mobilité propre, pour les batteries.
où, comme vous l'avez peut-être vu, on a une action forte au niveau européen avec le commissaire Šefčovič sur la base d'un rapport qui a été remis au Conseil national de l'industrie le 28 mai, qui montre qu'aujourd'hui, la technologie actuelle est sans doute pas adaptée au marché en termes de compétitivité, mais qu'il y a une vraie perspective pour l'industrie européenne de disposer d'une batterie de 4e génération aux alentours de 2023, qui soit, elle, compétitive dans le marché international, et on a établi une feuille de route pour, avec l'industrie, aider l'industrie à atteindre cet objectif qui nous semble tout à fait stratégique, évidemment pour la mobilité propre, mais aussi pour le stockage des énergies renouvelables, qui sera un enjeu très important et donc une contribution à l'effort global de transition énergétique. Alors, plus généralement, on voudrait, nous en parlions avec Jean-Louis tout à l'heure, avoir un peu une structuration de la filière, en fait, de cette offre industrielle et de l'ensemble de la filière des nouveaux systèmes énergétiques. On a donc installé récemment un comité de filière nouveaux systèmes énergétiques, dont la présidence est confiée à Isabelle Kocher. Et on voudrait, en fait, dans cette filière, d'abord profiter des succès à l'export. C'est une filière qui a connu des vraies réussites à l'export, à l'international, dans les smart grids, par exemple. Mais on voudrait que ce contrat de filière, en fait, permette d'aller plus loin, de se fixer ensemble, pour l'ensemble de la filière, grands groupes et PME, des objectifs structurants, des projets structurants qui permettront à l'ensemble de la filière de capitaliser sur les acquis et de développer de nouveaux projets, de renforcer son offre et sa compétitivité, avec bien sûr un objectif de jeu collectif. Il nous semble qu'on peut, à travers cette démarche de structuration de la filière, permettre que le tissu de PME et d'ETI français du secteur soit mieux entraîné par les grands groupes. C'est clairement l'un de nos objectifs. Et donc, on aura, d'ici la fin de l'année, normalement, une feuille de route, finalement, pour cette filière, ce qu'on appelle un contrat stratégique de filière pour ces nouveaux systèmes énergétiques. Et on souhaite que l'ensemble des acteurs de la filière y contribuent dans un projet un peu commun où chacun bénéficiera du mouvement collectif, donc à la fois sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique et sur les réseaux électriques intelligents. Donc on a un programme de travail important, des enjeux essentiels que vous allez aborder aujourd'hui, et j'espère que les travaux de la journée permettront aussi de contribuer à cet effort de structuration de la filière que nous sommes fixés comme objectif pour la fin de l'année. Je vous remercie.